Hello, salut, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une interview avec Pierre Blanchon. Salut Pierre. Salut, Donc toi, tu es le monsieur de Le Monde des Langues, voilà exactement. donc le site Le Monde des Langues. On va en reparler dans la vidéo. On va aussi parler de tous ces petits blocages psychologiques et les blocages en général qui vous empêchent d'apprendre une langue à votre insu. Voilà. A tout de suite. Moi je vous dis, Pierre est connu sur Internet. C'est bizarre, c'est Pierre, j'ai dit, c'est un peu c'est vous. Ok, donc salut Pierre. Salut Thomas, Écoute, merci de nous accorder quelques minutes. Toi, je t'en prie. tu es spécialiste de l'apprentissage des langues aujourd'hui. Voilà. Tu es connu sur le web pour tenir le site Le Monde des Langues. Voilà, exactement. Et tu parles de comment apprendre toutes les langues, quelles qu'elles soient en fait. Voilà, c'est ça. Et tu donnes des trucs et astuces pour faciliter l'apprentissage Mm. de ceux qui veulent se lancer à la conquête d'une nouvelle langue. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques minutes? D'accord, très bien. Bah, Privet, vu qu'on est sur une Privet. chaîne sur le russe. Et donc moi je m'appelle Pierre, je suis le créateur en 2014 du blog Le Monde des Langues, sur lequel j'ai ajouté une chaîne YouTube en 2016. Moi je suis parti d'un constat simple, c'est que finalement toutes les langues étrangères s'apprenaient plus ou moins de la même manière. Vous allez peut-être me dire qu'on n'apprend pas l'arabe comme on apprend le russe, et c'est vrai, mais finalement, je pars du principe que si on sait apprendre une langue, on a les armes pour toutes les apprendre. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment arrêté à comment apprendre les verbes anglais ou des choses comme ça, même si j'en parle parfois. J'essaye vraiment de faire en sorte que chaque personne, quel que soit son âge, quel que soit son parcours, quelle que soit la langue apprise, puisse en fait commencer son projet et le mener à bien, et pour un jour, je lui souhaite parler couramment une langue. D'accord. Et toi, en fait, tu prends les gens vraiment au tout premier stade, c'est-à-dire j'aimerais bien apprendre une langue étrangère, j'aimerais bien voyager, je Mhm. sais pas trop quelle langue choisir ou Mhm. comment m'y prendre, puis de toute façon c'est trop compliqué, je sais, voilà, je suis un peu perdu. Après, il y a des gens de tous les stades, hein. C'est-à-dire il y a vraiment des gens qui aimeraient commencer une langue, qui n'en ont pas appris depuis le lycée alors qu'ils ont 50 ans, donc des gens pour qui c'est loin. Après, il y a des D'accord. passionnés de langue qui sont à fond dedans. Je vois un peu toutes sortes de personnes, mais assez souvent, la problématique des gens, c'est qu'ils veulent apprendre une langue où ils ont commencé à le faire, mais ils patinent, ou alors ça fait longtemps qu'ils sont dessus et ça avance pas. Et c'est justement pour reprendre tout ça et pour remettre l'apprentissage sur des bons rails plutôt que sur un chemin tortueux, si on veut. En relançant la motivation qui a peut-être un peu disparu du coup. Voilà, c'est ça, parce que la motivation, elle est essentielle, même s'il n'y a pas que ça pour moi. Il y a la motivation dans un premier temps pour lancer la machine, et après il y a ce que j'appelle la discipline, même si ça fait un peu peur, c'est finalement les habitudes. Parce que pour moi, apprendre une langue, ça se fait tous les jours, parce qu'un bébé, quand il apprend sa langue maternelle, il l'apprend en étant immergé et en la pratiquant tous les jours. Ouais, ouais. Et créer finalement la motivation et les bonnes habitudes de D'accord. travail. Alors comment tu commences? Quelles sont tes astuces de départ pour vraiment... Alors on va parler de ceux qui en ont déjà fait une langue il y a longtemps, qui ont un peu Mm. oublié et qui voudraient s'y remettre mais qui sont pas trop sûrs et voilà, ils savent que ça va être compliqué parce que Mm. c'est ce qu'ils croient en fait, mais on va voir que pas forcément. Et tu as aussi des gens qui commencent. Mm. Comment Bah, tu fais avec ceux qui commencent? la première chose, en fait, c'est d'arriver à se dire que ça va pas être compliqué, parce que même une langue conçue comme difficile, comme je sais pas, le chinois, le russe ou autre, si on a le bon état d'esprit, et c'est pas simplement des fariboles, hein, c'est vraiment si on sait qu'on peut y arriver, on va y arriver. Ça va prendre du temps, parce que bon, moi je suis pas très fan personnellement des discours du style apprenez n'importe quelle langue en 3 mois, apprenez à parler couramment n'importe quelle langue en 2 semaines ou je sais pas quoi, qu'on Ouais. voit trop souvent sur internet. Il ne faut pas hésiter à se dire ça va prendre 1 an ou 2, mais voilà, c'est déjà arriver à se dire qu'on en est capable, quel que soit son âge, son vécu. Voilà, ça a l'air une évidence absolue de dire qu'il faut avoir la motivation et croire en soi pour le faire, mais finalement beaucoup de gens restent à ce stade, c'est-à-dire ils ne commencent même pas. Donc si on ne fait pas les choses, on échoue avant même d'avoir commencé, ça tue le projet dans l'œuf. Alors pour aller un peu plus loin sur l'état d'esprit, c'est quoi l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais état d'esprit par exemple? Oui, les mauvais états d'esprit, il y en a plein. Ça va être je suis nul, je peux pas y arriver, ou de toute façon je suis français donc je suis nul en langue, ou alors c'est je suis trop vieux donc je suis nul en langue. En fait, En fait, c'est des tas de freins qu'on se met dans la tête. voilà, c'est ça, mais souvent en fait c'est la surface émergée de l'iceberg, c'est-à-dire on va se dire je suis nul donc je peux pas. Mais en fait ce que ça D'accord. cache c'est j'ai peur d'échouer, donc en fait je me trouve une bonne raison, ou alors j'ai pas le temps, ou enfin il y a mille et un arguments qu'on peut sortir pour ne pas apprendre une langue, mais généralement ce que ça cache de manière sous-jacente c'est j'ai peur de me planter. Ouais. Donc ça déjà il faut s'en débarrasser, parce que la seule... En fait, ça justifie le fait de ne pas y aller quelque C'est part. ça, c'est des bonnes excuses, ou plutôt des mauvaises excuses. Et ce qui se passe, c'est que finalement, quand on y réfléchit, il n'y a que deux manières d'échouer à apprendre une langue, c'est de ne pas commencer et de laisser tomber en plein milieu. Mhm. Si on persiste, même si on apprend lentement,
bah, au bout d'un moment, on arrive forcément à quelque chose. D'accord. Grosso modo, le mauvais état d'esprit, c'est celui qui t'empêche de faire, Mm. c'est celui qui te conforte dans ta position de non apprendre, C'est ça, ouais. alors qu'en fait, tu peux tout à fait être complètement capable, comme n'importe qui d'autre, qui aurait lui ou elle, un autre état d'esprit qui est, quoi qu'il arrive, je peux le faire. Ça, c'est le principal parce que, par exemple, dans notre milieu, parfois, on voit des gens qui parlent 10 langues. Bon, on n'a pas trop cette espèce Alors, de... dans ton milieu, c'est-à-dire Bah, c'est-à-dire un peu avec d'autres gens polyglottes. Ouais. Ça, c'est surtout anglo-saxon, l'espèce de star system où on va dire lui il parle 10 langues, lui il parle 30 langues. 30 langues. Ça existe, hein, oui, ça existe. Hein. Mais en fait, souvent on voit ces gens-là en se disant que c'est des extraterrestres, mais finalement, la seule chose qui se passe au quotidien, c'est qu'ils bossent avec les langues, ils apprennent des langues, ils vivent avec une personne étrangère, etc. Finalement, ils ne sont pas plus intelligents que vous et moi. C'est juste qu'ils s'y sont lancés tôt et ils ont capitalisé pendant des années, en fait. D'accord. C'est aussi bête que ça. Donc pour toi, n'importe qui peut apprendre plusieurs langues à partir du moment où... C'est une question d'état d'esprit parce qu'après, oui, il y a des gens qui ont plus de talent, parce qu'il y a des gens qui ont une meilleure mémoire, des gens qui ont une meilleure oreille. Voilà, il y a mille et une choses qui font qu'on va pouvoir apprendre beaucoup plus vite les langues que les autres. Et puis, ouais, Mais finalement, le sous-bassement de tout ça, c'est juste de le faire parce que j'aime bien dire que voilà, Mozart il était vu comme un génie et il était sans doute un génie, mais c'est aussi un grand musicien parce que dès qu'il était petit, il a commencé la musique, quoi. Donc c'est la pratique régulière aussi. Et puis pour apprendre plein de langues, il faut avoir envie d'apprendre plein de langues, vous n'êtes pas obligé de le faire. Oui, c'est ça, et souvent on a un peu la vision voilà, les gens qui parlent 10 langues. Mais finalement, les gens qui parlent 10 langues, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont eu un intérêt à ça. En fait, vous vous en foutez. Si vous voulez apprendre juste le russe, par exemple, c'est parce que vous avez des bonnes raisons d'apprendre le russe. Et ça, c'est ce qui va faire passer déjà dans le bon état d'esprit, c'est savoir pourquoi on fait les choses. Parce que si honnêtement vous voulez apprendre le russe juste parce que ça vous intrigue et que vous voulez juste voir comment c'est pas suffisant. Il faut que vous ayez vraiment une raison parce que vous allez y passer pas beaucoup de temps, mais au quotidien, c'est un petit investissement sur des années. Donc si vous n'avez pas une bonne raison d'apprendre une langue, ne le faites pas, enfin simplement, ne perdez pas votre temps. Donc ça, je suis content que tu dises ça parce que c'est aussi ce que je dis aux gens qui me suivent depuis un petit moment, c'est qu'en fait sans objectif clair, tu risques de t'arrêter assez vite en fait. Oui, parce que y a pas mal de gens qui me disent, principalement des retraités qui sont remis à une langue, qui me disent, vu qu'à la retraite, je pense qu'on retrouve un peu plus le temps long, je me suis mis à cette langue, j'en fais un peu parfois, mais j'ai pas d'objectif et je progresse pas. Mais en fait, c'est pas juste une obsession parce que moi j'ai une formation de chef de projet à la base dans le logiciel, donc moi j'ai une vision très managériale presque de l'apprentissage des langues. Mais c'est pas juste issu de cette vision, c'est aussi parce que j'ai pu constater que quand on sait pourquoi on fait les choses à long terme et à plus court terme, on avance, alors que quand on ne sait pas où on va, on se perd à la fin. Alors qu'est-ce que ce serait un objectif qui n'est... Enfin, il y a des gens qui pensent avoir un objectif clair, et alors qu'en fait il n'est pas vraiment suffisamment attirant en fait, comme objectif en tant que tel. C'est ça, il faut avoir déjà un peu de vision à long terme, c'est genre je veux parler russe couramment, je m'intéresse à la culture russe, je veux la découvrir de l'intérieur. Ça c'est vraiment la vision, c'est le truc qui te porte, qui va te donner une motivation, un enthousiasme pour ça. Et après, il faut être sur des objectifs plus concrets. Alors moi, j'aime bien parler des objectifs SMART qui vient aussi du monde dans l'entreprise. Bon, on n'est pas obligé. SMART, c'est très rapidement, vas-y. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc il y a d'autres manières de le présenter. SMART, on va l'afficher ici. Voilà, donc ça vient plutôt de l'entreprise, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est vrai que dès que c'est spécifique, plutôt que je vais apprendre le russe, si vous dites je vais apprendre le russe pour dans 3 mois pouvoir me débrouiller à Moscou, c'est spécifique. Mesurable, c'est que tout n'est pas quantifiable. Effectivement, j'aime la Russie, c'est pas très spécifique. Voilà, c'est ça, et au bout d'un moment, en plus, on peut se démotiver parce qu'on aime moins la Russie, etc. Après, tu as tout l'aspect mesurable, c'est-à-dire est-ce que c'est quantifiable. Tu n'es pas obligé de tout quantifier au mot près, mais par exemple, il y a des gens qui se disent dans un mois, je veux connaître 300 mots, je sais pas quoi. Avoir à peu près une vision, c'est-à-dire dans un mois, je veux connaître à peu près les déclinaisons. Donc, je ne sais pas si c'est raisonnable en russe, mais... on va dire dans 3-4 mois. Ok. Et ensuite atteignable, parce que si tu dis par exemple je vais être bilingue en russe en 3 mois, ça ne marchera pas. Et que ce soit aussi réaliste. Et pour terminer, temporellement défini, parce que si on se dit un jour je veux parler russe, c'est pas motivant. Déjà se projeter à plus de 3 mois, c'est compliqué. Donc se mettre des dates en fait, des jalons, parce que si on ne met pas ça, on risque de reporter ça à une autre vie, peut-être. C'est ça, par exemple, on peut se dire d'ici 1 mois, j'ai ma première conversation en russe, même basique. D'ici 3 mois, je vais aller à Moscou et parler un peu. Dans 1 an, je vais passer un diplôme. Bon, voilà, j'invente, mais c'est ça.
Et quand on a ça, on sait où on va. Parce que quand on ne sait pas où on va, honnêtement, moi, toutes les fois où j'ai essayé d'apprendre les langues, dont le russe d'ailleurs, où je ne savais pas où j'allais, où je faisais juste ça un peu pour découvrir, au bout d'un moment, j'ai juste laissé tomber parce que je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Ok. Voilà. Il manque la carotte en fait, le truc qu'on va poursuivre comme une espèce de rêve Ah bah c'est ça, qui est défini le plus possible. Oui, mais on est des êtres égoïstes par nature et je pense qu'il faut complètement accepter ça et l'assumer et se poser ses objectifs pour les atteindre. Dans le sens où on fait les choses finalement par intérêt personnel. Oui, c'est ça, et parce que parler une langue, c'est pas seulement une donnée intellectuelle, ça va servir à un besoin. C'est parce que par exemple, si votre compagne est russe et vous avez un besoin plus ou moins urgent de parler russe pour pouvoir avoir des discussions plus intimes, quoi. Donc ça, l'apprentissage du russe vient après le besoin de la langue russe, alors que juste se dire apprendre le russe pour apprendre le russe, sauf si on est vraiment intellectuellement amoureux des langues, ça suffit pas. Ok, bah c'est intéressant déjà sur la motivation, c'est quand même le point de départ pour qui que ce soit, c'est-à-dire que vous soyez débutant ou que vous repreniez une langue aujourd'hui, le russe en particulier, ou n'importe laquelle, puisque voilà, toi tu proposes n'importe quelle langue, ou toutes les langues, c'est à peu près la même mécanique qu'il y a derrière. C'est ça, c'est ça. Et finalement, en fait, c'est vraiment comme une pyramide parce que en fait, beaucoup de gens essayent de résoudre leurs problèmes en langue avec plus d'exercices, plus de vocabulaire. Et en fait, si on n'a pas toute la base, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire au jour le jour, être motivé pour le faire, etc., ça ne sert à rien de recommencer les mêmes choses, vous en aurez marre. Alors ce serait quoi les choses de base, les choses absolument essentielles par lesquelles finalement on doit commencer? Alors, quel que soit le niveau finalement qu'on peut avoir. Alors pour moi, les langues, je vois ce que j'appelle 4 piliers, qui sont 4 activités principales, et qui vont concerner quasiment toutes les langues. Enfin, les langues principales. Ça va être la production de la langue, l'écrire et la parler, la réception de la langue, la lire et l'écouter. Ou alors on peut diviser ça en l'oral, parler, écouter, et écrit, écrire et lire. Donc ça, c'est les 4 piliers. Donc parfois, par exemple sur les échelles du CECR, donc le CECR, c'est le cadre européen pour les langues, c'est-à-dire les niveaux A1, B1, B2, c'est ce qu'on voit assez souvent. Il va y avoir une 5e activité qui va être arriver à parler en continu, avoir une conversation. Mais bon, globalement, pour moi, ça rejoint les autres. Et finalement, ce serait presque une activité à part. Ouais, c'est ça. Pour moi, je vois plutôt 4. Bon, il y a des langues qui ne s'écrivent pas, mais bon, ça, on va le mettre à part. Bon, si vous apprenez une langue, il y a de fortes chances pour qu'elle s'écrive et qu'elle se parle. Et donc, en fait, il faut arriver à pratiquer les 4. Il faut arriver à faire un peu de chaque quand même, parce que si vous lisez une langue et que vous la parlez jamais, ce qui va se passer, c'est que justement, dans 3 mois, quand vous serez à Moscou, vous allez essayer de parler avec les gens. Les mots ne vont pas sortir de votre bouche, les phrases vont pas vous venir, les déclinaisons vont pas se faire en temps réel. Donc ça veut peut-être dire que finalement l'aspect parler, conversation est peut-être plus important que les autres. En fait, il n'est pas plus important, mais il est plus facilement négligeable. Enfin, il est plus facile à négliger, entre guillemets. Et du coup, beaucoup de gens le font passer à la trappe et ça marche pas, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau apprend par répétition, d'une part, et par production. C'est-à-dire, quand vous vous souvenez de quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, vous n'allez pas, comme dans un ordinateur, chercher le fichier, c'est le cerveau qui recrée les choses. D'accord. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous utilisez activement une langue, vous allez beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément l'intégrer que simplement en la relisant ou en l'écoutant. Donc l'aspect production, c'est moi ce que j'appelle l'immersion active, c'est-à-dire s'immerger dans une langue et être toujours au contact et la produire en l'écrivant, en la parlant et en allant toujours au contact des gens. C'est ça qui fait active. Voilà, parce que dans une scolarité 6e terminale, un élève qui prend l'anglais en LV1 va parler seulement quelques heures en totalité dans toute sa scolarité. Et après, on se demande pourquoi autant de gens sortent du lycée en ne parlant absolument pas anglais. Alors que si vous allez je sais pas, à Londres le week-end, vous allez parler anglais plus que finalement pendant toute votre scolarité si vous avez fait partie des lycéens moyens. Donc ça, c'est la clé, parce que quand quelqu'un me dit « ça fait 5 ans que j'apprends cette langue, j'arrive pas à la parler », et que je lui dis « est-ce que tu fais de la conversation, est-ce que tu l'écris, etc. » Si la personne me dit non, voilà, il faut pas chercher plus loin. Donc, alors du coup, toi, tu proposes une formation sur la conversation pour faciliter cet aspect-là en particulier. Voilà, donc j'ai sorti plusieurs formations. Donc pour le moment, ma spécialisation, on va dire, c'est plutôt apprendre à apprendre. Ce qui permet de toucher les gens qui apprennent toutes les langues, parce que finalement on touche à des mécanismes de base. Et cette formation, c'est un peu une feuille de route
d'une part pour motiver et décider les gens à aller chercher des locuteurs natifs, où Ok. les trouver, comment les approcher, parce qu'aussi maintenant il y a plein d'applis, il y a plein de sites, hein, c'est pas dur à trouver, Ouais. mais beaucoup de gens restent juste paralysés, ils parlent une fois à une personne, la conversation s'arrête en plein milieu. Donc là c'est vraiment arriver à trouver des gens, un peu les astuces pour en faire des partenaires linguistiques, c'est-à-dire vraiment des amis, souvent par exemple vous allez avoir un ami russe qui va apprendre le français et vous voulez apprendre le russe, donc Voilà. vous faites un échange. Ou alors vous pouvez voir des profs, mais bon, ça il faut payer. Et Alors, ensuite, pour ça, il y a des super sites dont tu parles aussi sur ta chaîne YouTube. Il y a quelques sites qui vous permettent de trouver un interlocuteur russe en 2 clics et de commencer à parler avec les 2 phrases que vous connaissez, les 10 phrases, peu importe le nombre de phrases que vous connaissez, allez-y maintenant en 2 clics, c'est faisable, c'est gratuit. Sauf si vous voulez les fonctions super évoluées, mais il n'y a pas besoin de ça en fait pour déjà converser dans une langue. On mettra les liens dans la description de la vidéo juste en dessous aussi. Voilà, parenthèse fermée. et pour terminer rapidement sur la formation, en fait, c'est aussi une feuille de route pour faire des conversations plus efficaces. Elle s'appelle conversation efficace, la formation. Ouais. Parce que bien souvent, en fait, on parle vite fait de la pluie et du beau temps pendant 10 minutes. Après, on ne sait pas quoi dire, il y a un gros blanc. Enfin, je pense qu'on a tous vécu ça si on a parlé avec des natifs. Alors une feuille de route pour faciliter la conversation. C'est-à-dire en fait que la conversation, au lieu juste d'en faire un peu un bavardage, sans sens négatif quand je dis ça, mais juste raconter quelque chose sans plus, on peut en faire un exercice où en fait on va pouvoir mobiliser le vocabulaire qu'on a appris, fixer les structures de grammaire, parce que bien souvent on les lit dans un livre, on les oublie le lendemain. Ok. Voilà, et en fait il y a plein de petites activités qu'on peut faire. Est-ce que tu auras un exemple ou deux? Ouais, déjà un Oui, exemple. simplement si vous apprenez du vocabulaire, au lieu de simplement le lire sur une liste et ne jamais le répéter, Ouais. là vous allez l'oublier, et en fait vous le notez avant la conversation, et comme ça vous allez pouvoir mobiliser ce vocabulaire, et vous allez le dire vous-même et l'entendre, ça va vous rentrer en tête. Donc c'est préparer en fait une conversation. C'est ça, ouais. On sait qu'on va rencontrer une personne en particulier, que ce sujet-là va être intéressant avec cette personne, et on va préparer en fait. C'est ça. Hein. C'est ça, et à la fin, tout le vocabulaire qu'on a appris, on peut le noter, noter à part, le réutiliser, etc. D'accord. Et ce qui fait que chaque conversation devient un exercice qui s'empile les uns sur les autres à force, et c'est comme ça qu'on progresse, quoi. D'accord. Plutôt que parler une fois tous les 3 mois et on fait rien de plus. Ok. Donc on a parlé de ta formation sur la conversation. Tu as aussi des trucs pour apprendre le vocabulaire. Ouais. Parce que l'apprentissage du vocabulaire, quelle que soit la langue, c'est un peu la même mécanique aussi. C'est le fonctionnement de la C'est ça. mémoire humaine d'abord qui... Oui, c'est ça. Ça, encore une fois, c'est prendre les choses à la base, parce que finalement, qu'on apprenne un mot d'espagnol ou un mot d'anglais, c'est globalement la même chose. Après, il y a des choses qui vont être un peu différentes quand tu apprends le japonais ou le chinois, ou après il y a d'autres langues mais qui sont plus minoritaires, où tu vas avoir des pictogrammes, des idéogrammes, des choses comme ça. C'est un peu différent, là ça va plus être de la mémoire visuelle. Mais voilà, que tu apprennes un mot de russe, d'anglais ou de japonais, finalement, ça reste à peu près la même chose. C'est une information abstraite, la rendre concrète, et surtout arriver à la ressortir dans une conversation. D'accord. Voilà. Donc c'est les mêmes compétences humaines derrière. Oui, c'est ça. Ok. Il me semble que tu as aussi une formation qui parle aussi d'un autre aspect de l'apprentissage des langues, qui est la confiance en soi. C'est la première que j'avais faite, et parce que j'étais parti d'un principe simple, c'est que j'avais parlé à beaucoup de gens des langues, parce que je sais pas, quand je suis dans une soirée par exemple, que je parle de mon activité, les gens vont spontanément me donner leurs ressentis, leurs expériences avec les langues. Ouais. Et pour beaucoup de gens, on a l'impression que les langues, ça s'est arrêté à un moment au lycée comme un traumatisme façon Vietnam, quoi. J'arrive à me souvenir, en 5e, c'était mon prof, je sais où j'étais assis ce jour-là, c'était un jeudi, et il m'a dit que j'avais un accent horrible, et du coup j'ai plus osé parler. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens, surtout, je ne vais pas blâmer notre société, mais dans notre culture française... ce que je veux dire, c'est que tu as imprimé ce qu'on t'avait dit, à savoir ton accent est horrible, qui n'était pas forcément vrai, mais ça t'a bloqué. Ou alors peut-être que l'accent était horrible à un instant T, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et beaucoup de gens, en fait, se disent j'aimerais bien apprendre une langue, mais c'est pas fait pour moi. Il faut avoir un talent, un don, je sais pas quoi, et du coup ne passe pas à l'action. Et en préparant l'interview, tu me disais aussi qu'il y avait des gens qui pensaient qu'ils étaient soit trop jeunes, parce qu'ils ont 14-15 ans. Oui, c'est ça, on m'a déjà posé la question. Parce qu'ils ont 80 ans. Ouais. Et il y a le même genre de frein psychologique en fait. C'est ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu les mauvaises excuses. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on ne peut plus apprendre une langue. Peut-être qu'à 90 ans c'est plus compliqué, oui, mais si on s'arrête juste à ça, on fait plus rien, parce qu'on se trouve de toute façon, quel que soit le projet, toujours un truc pour dire non, c'est pas le bon moment. À partir du moment où la tête fonctionne, il n'y a pas de raison. C'est comme les muscles, avec un peu d'entraînement, on se muscle aussi le cerveau. C'est ça, l'apprentissage des langues, s'il y a des gens qui se sentent nuls pour ça, c'est qu'ils n'en ont pas fait pendant longtemps.
Et bah oui, au début c'est difficile, il faut arriver à remuscler le cerveau. Mais une fois que tout est en place, qu'on sait quoi faire, qu'on a la méthode qu'en plus on a perfectionnée pour soi Ouais. et qui marche finalement, on peut l'appliquer avec n'importe quelle langue. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une astuce qui permet de progresser en langue, qui serait pas forcément quelque chose qu'on entend très souvent? Alors laisse-moi réfléchir. Parce que là, on a parlé des blocages psychologiques. Ouais. Alors, c'est pas forcément des choses qu'on entend très souvent déjà. Les blocages psychologiques, en fait, c'est le fait de croire qu'on n'est pas capable d'eux pour une raison ou pour une autre. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai peur de faire des erreurs. On va se foutre de moi parce que j'ai un accent bizarre. Ouais, Il y a plein de choses comme ça. où je fais des fautes ou enfin. Et c'est des choses qu'on peut avoir comme croyances, mais qui ne sont pas forcément réelles, en fait. Le simple fait d'enlever cette croyance-là, eh ben, peut juste nous permettre de nous dire ah bah tiens, je peux le faire, et de le faire, et d'accepter les erreurs, et finalement de se mettre à faire des choses qu'on croyait impossibles juste avant, juste parce qu'on s'autorise. C'est ce que tu me disais aussi en préparant l'interview, c'est Oui, qu'il c'est ça, s'autoriser, ouais. y a des tas de manières de ne pas s'autoriser, et à partir de là, tout est verrouillé, alors qu'il suffirait de s'autoriser pour ouvrir en fait les possibilités d'apprendre. Bah, alors pour te donner une astuce qui n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire mais dont on ne se rend pas forcément compte, c'est justement d'aller trouver quelqu'un qui apprend le français et dont on apprend la langue, le russe par exemple, et de travailler avec cette personne, parce que cette personne, vous allez la voir galérer autant que vous. Ok. Et vous allez voir que parler français, ça ne vient pas en une semaine, ça ne vient pas en un mois. Et là, ça va vous faire relativiser par rapport à votre manque de confiance en vous. Et vous allez voir que si vous ne parlez pas encore russe couramment, c'est plutôt normal, sauf si ça vous vient comme ça par une intervention divine. Et ça va vous faire dédramatiser, parce que le problème, c'est que j'avais vu un article écrit par un prof d'espagnol, donc qui venait du monde hispanophone, sur les élèves français. Et il avait remarqué que les élèves français avaient moins peur de parler devant les hispanophones que devant les francophones en espagnol. Ah. Ce qui fait que ça montre bien que finalement les francophones de base ils s'en foutent de l'espagnol vu qu'ils parlent français. Mais parce que le blocage vient du regard des autres qui est considéré comme plus dur, plus méchant de la part des francophones que des hispanophones. Voilà. Que l'on a chez nous en fait. Voilà, c'est ça. En France en tout cas, on a effectivement on a peur du regard des autres, du jugement des autres. Peut-être plus que dans d'autres pays. C'est notre culture, c'est un peu tourner cette fois la langue dans sa bouche, il ne faut pas faire de fautes, c'est très normatif le français, la culture française. Mais voilà, une fois qu'on se lance vraiment dans la réalité du terrain, qu'on parle avec des gens qui apprennent français et qui vont faire plein de fautes, c'est naturel, on se dit ah ouais en fait. Du coup c'est un super conseil que tu donnes parce que vous n'êtes pas tout seul, vous avez des difficultés, c'est normal. À chaque fois qu'on attaque quelque chose comme un nouvel apprentissage, une nouvelle matière, une langue, il y a des difficultés, ça fait partie du lot. Et si vous n'en aviez pas, ce serait anormal en fait. Ouais, c'est ça. Ou alors vous avez beaucoup de chance. Et non seulement il y en a pour vous, mais il y en a pour des tas d'autres gens qui font finalement le même travail que vous. Et le simple fait d'être en connexion avec ces gens-là, finalement, peut vous rassurer, vous dire je ne suis pas tout seul. Et vous donner un peu plus de courage, un peu plus de motivation pour avancer dans votre projet. Ouais, et puis pour terminer là-dessus, c'est plus plaisant aussi de parler avec des vrais gens que de rester le nez dans un bouquin. Exactement. C'est une des raisons pour laquelle je considère qu'il faut aller se trouver des amis russes, en l'occurrence, le plus vite possible. Exactement. Alors il y a un dernier point intéressant sur lequel je voulais te demander ton avis, puisque tu es polyglotte toi-même. Tu parles combien de langues? Alors, je veux dire 6 en tout à divers degrés, français compris. Donc j'ai appris au collège l'allemand puis l'anglais, après j'ai appris le finnois à l'université, puis après je me suis mis à l'italien et finalement au japonais. Bon, après aussi j'ai laissé pendant assez longtemps certaines langues rouillées, donc je considère que maintenant j'ai consolidé ce que j'ai appris et je vais dérouiller un peu ce que j'ai d'avant. Je ne vais pas me mettre à de nouvelles langues avant un bon moment. Parce que voilà, je vais déjà consolider ces 6 là. Voilà, parce que c'est déjà quelque chose. C'est déjà pas mal, et parce que le truc c'est que juste parler 5 langues étrangères mal, c'est pas intéressant quoi. Ou même en parler 10 mal, c'est pas intéressant, vaut mieux en parler une parfaitement, voilà. Et alors tu côtoies plein de gens finalement qui connaissent plein de langues et jusqu'à 10 et 30. Tu vas sur des meetings avec des polyglottes de toute la planète en fait qui viennent se partager leurs astuces et tout ça. Et toi-même tu es spécialiste de l'apprentissage des langues. Est-ce que tu dirais que sur le vocabulaire, avec un minimum de mots, on peut faire un maximum de choses? Et à ton avis, il faut combien de mots de vocabulaire pour commencer à se démerder dans une langue et en russe, bien sûr? Oui, donc j'avais lu, c'était une étude sur le lexique, en tout cas des Français, donc ça m'a donné pas mal d'informations à ce niveau-là. C'est que de manière générale, en fonction des langues, il peut exister... C'est-à-dire, en fait, juste pour préciser, c'est le nombre de mots que le français moyen utilise voilà, c'est ça. dans son parler de la langue de tous les jours. En fait, parce qu'en fait,
des langues comme l'anglais où il y a plein de variantes de mots qui n'existent plus, etc., enfin qui existent, mais qui sont plus utilisés, on peut monter quasiment jusqu'à des millions de mots. Et là on se dit, ouais, c'est impossible, j'aurais jamais d'une vie pour faire tout ça. Mais en fait, quand on regarde, la plupart des gens utilisent dans leur quotidien un lexique d'à peu près 5000 à 6000 mots. 5000 à 6000 mots. Et vraiment dans la vie de tous les jours, pour le tout venant, on va utiliser entre 500 et 600 mots. J'avais lu un article, bon là c'était plutôt négatif, mais qui parlait de personnes en France qui étaient dans un état de pauvreté linguistique, qui avaient un lexique courant de 500 mots et pas plus. Bon, pour ces personnes-là, c'est dramatique, parce que finalement, on ne peut pas exprimer beaucoup de choses et on est vite dans un état de frustration, de détresse. Ouais. Mais ça montre bien, voilà, si on prend le bon côté des choses, que si vous apprenez 500 mots dans votre langue cible, vous avez déjà de quoi acheter le pain et pas dormir dehors, quoi. Exactement. Et on peut même se dire qu'en apprenant même 1500 mots, est-ce que se poser un objectif, par exemple, si vous partez de zéro, se dire dans un an je connaîtrai 1500 mots, ça fait qu'il faut apprendre combien de mots par jour à peu près ça? Même pas 5 je crois, donc honnêtement... 3 x 5, 15, c'est à peu près ça, ouais. 5 mots par jour, vous connaissez 1500 mots dans un an à partir d'aujourd'hui. 5 mots par jour, c'est pas beaucoup. Donc vous pouvez aller très loin, en 2 ans vous pouvez connaître 3000 mots, c'est déjà la tranche supérieure de... Oui, c'est ça, ouais. À partir de 3000 mots, on entre déjà dans les nuances, on peut déjà parler politique, quoi. Ok, super, bah écoute, merci beaucoup Pierre pour ces super conseils et ces informations. Je pense que ça vous a intéressé, j'espère. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires juste en dessous ce que vous en pensez. Posez aussi vos questions, n'hésitez pas. J'aurai bien plaisir à y répondre et à éventuellement aussi les transmettre bien sûr à Pierre ici présent. Retrouvez donc Pierre et ses conseils sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde des Langues aussi, ou sur ton blog qui s'appelle aussi Le Monde des Langues, qui s'affiche ici ou là et que vous retrouverez dans la description juste en dessous. Merci, à très bientôt, likez, partagez si vous pensez que ça peut intéresser vos amis ou vos proches et je vous dis quant à moi à la prochaine. À bientôt. Ciao. Merci.